Moi, je m'appelle Jalil Chafaï. Je suis arrivé ici en France en 2019, juin 2019. Quand j'ai été arrivé ici, je ne parlais pas français, pas du tout, même pas un mot. J'étais analphabète dans votre langue. Je commençais de zéro. Je commençais de zéro, d'apprendre la langue, de faire des amis, grâce à des bénévolats. Avant d'arriver ici en France, j'ai été en Autriche 4 ans. 4 ans en Autriche, à Vienne. J'ai vécu de 2015 jusqu'à 2019. En Autriche, bon, c'est là où j'ai appris la langue allemande, j'ai travaillé, je suis allé à l'école, pas mal de choses. Mais comme on sait, classique, que les Autrichiens ne sont pas très généreux, donc ils m'ont rejeté. Donc avant d'être rembarqué à Kaboul, j'ai fui. J'ai fui, je suis arrivé ici, je redemandais asile en France. J'étais capable d'écrire et je voulais vraiment écrire puisque ça reste. Et là, grâce à l'association Transversart, on est en train de travailler pour adapter ces petits bouquins dans plusieurs courts-métrages, pour faire même des films. Grâce à l'association Transversart, on travaille, on est très bien avancé. On a vu l'écriture, on est à peu près presque aux phases finales. Et puis, soyez rassurés, je ne m'arrête pas ici. L'aventure continue. Voilà. Donc, j'ai même en tant qu'un adolescent de 15 ans, j'ai été déjà un enseignant pour les enfants de mon village par bénévolat. J'ai donné le cours, voilà. Tout ça, moi, souvent, les gens me prennent mal parce que je raconte ça pas vraiment pour dire que non. C'est de raconter un autre côté de l'histoire, que tous les Afghans ne sont pas les talibans, ils ne sont pas d'extrémistes. Il y a un peuple, 30-35 millions de peuples afghans qui vivent là dans les montagnes, là très loin d'ici, à peu près, je ne sais pas, 8 000 kilomètres loin d'ici, mais ces peuples, ils ne sont pas tous extrémistes, ces peuples se réveillent chaque matin. Ces peuples travaillent chaque jour pour manger la nuit. Ces peuples, parmi ces 35 millions d'Afghans, il y a des gens qui sont heureux dans les montagnes. Mes parents sont dans les montagnes, entre 2000 et 2500 altitude. Ces gens-là, ils sont des gens très courageux. Malgré la guerre, chaque matin, ils se réveillent avec le bruit de bombes. Mais ils gardent le sourire, ils gardent l'espoir. Il faut apprendre du peuple afghan. Ces gens-là méritent d'être en paix. Ces gens-là méritent de considérer comme un peuple. Ces gens méritent d'être dans le cercle. Quand on parle de droits de l'homme, quand on parle de liberté d'expression, mais nous, les Afghans, notre sang, il est aussi rouge. Nous, les Afghans, on est aussi des êtres humains. Même si les politiciens occidentaux ont abandonné l'Afghanistan après 20 ans de démocratie symbolique, nous, les communautés citoyennes, on n'a pas le droit d'abandonner le peuple afghan. On n'a pas le droit de ne pas parler des Afghans. Les Afghans sont aussi comme nous. Ma mère, elle est aussi comme vous. Mon père, il est aussi comme vous. La mère, le frère de Shafik, il est aussi comme nous. Ils ont le droit de manger. Ils ont le droit de s'exprimer. Et ce droit, il est limité aujourd'hui. On n'a pas. Moi, je ne suis pas en colère. Je parle plus fort parce que c'est mon caractère. Mais voilà. Tout simplement pour vous dire des mots clairs. Moi, quand je parle d'un message, j'essaie de m'exprimer clair. Donc voilà, on est là. Ça fait 40 ans, ces peuples qui souffrent. En tant qu'un citoyen afghan, même pas afghan, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être... Notre corps, il est vraiment brisé. Et je pense à beaucoup des Afghans. Chaque Afghan apporte une histoire derrière. Un roman, 400 pages, 500 pages. Quel pays? Jusqu'au quand on doit souffrir? Jusqu'où on doit souffrir? Pourquoi la guerre?
Mais ces peuples, ils n'ont rien à manger. Mais qui amène la guerre dans ce pays? Donc moi, je suis un citoyen, un étudiant, je n'ai pas la réponse. Mais je vais vous raconter aussi un petit parti. Les peuples afghans, les civils afghans, ils sont envie de se réunir. Mais le politique en Afghanistan, il est fait pour la famille d'abord, pour l'ethnie, pour la région. Il n'est pas fait national. Dans l'histoire d'Afghanistan, allez étudier. J'ai quelques livres à vous recommander, j'ai mis sur la table. Il y a un livre qui est écrit par Rory Stivar, c'est un écrivain anglais. Voilà. Je vous recommande, si vous êtes curieux sur l'Afghanistan, allez lire ce livre. C'est un complément de mon livre. C'est le premier écrivain occidental européen qui est courageux, qui est neutre, qui est brave, qui écrit des choses claires. Comment il écrit des choses claires? Il n'est pas ici devant son bureau, il écrit des bels articles. Non. Il était allé en 2001 en Afghanistan, il a marché pendant 3 mois en Afghanistan, de l'ouest jusqu'à l'est. Il raconte tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a vécu, avec tous les peuples afghans, avec les Pashtuns, les Tadjiks, les Hazaras, les Ouzbeks. Et je vous conseille vraiment, si vous êtes curieux sur l'Afghanistan, allez lisez vous-même. Je ne suis pas là pour vous transmettre quelque chose, non. C'est à vous de travailler. Voilà. Et puis, donc, je disais qu'il y a un problème interne en Afghanistan. Moi, je le dis clairement, il y a un problème interne. Et ce problème, il vient aussi de politique. Ce problème, il n'est pas fondé comme ça. Le problème interne, c'est que les peuples afghans sont très divisés, malheureusement. Il y a une histoire de majorité et minorité. Je ne suis pas là pour défendre une ethnie en Afghanistan. Je suis là pour dire la réalité. En Afghanistan, dire cette réalité, écrire ce genre de choses, c'est tabou. Ça n'existe pas. C'est interdit. J'ai écrit ici, sans peur, j'ai pas peur. Donc, le problème interne, c'est que les peuples afghans ne sont pas unis. Il n'y a pas un sentiment national. Voilà. Les Afghans, majoritairement, ils sont musulmans, mais il y a des courants sunnites, majoritairement 80%, et les chiites, entre 15 et 20%. Donc il y a déjà une séparation, l'ethnie. Puis j'ai une autre carte, vous voyez, voilà, à peu près la carte d'Afghanistan, selon l'ethnie. Vous voyez que tout ce qui est au sud, orange, un peu foncé, c'est les Pashtuns. Au centre, les jaunes, ça sont les Hazaras. Moi, je suis de la minorité Hazara. Au nord, ça sont des Ouzbeks. Et puis au nord, nord-est, à peu près, voilà, ça sont des Tadjiks, et etc. On a des Emars, Baloch, Hindous, etc. Et le reste. Donc, c'est bon la diversité, si on les profite, si on a des politiciens qui ont les bons cerveaux, on peut faire un pays très fort de cette diversité. Moi, je suis tout à fait... je crois à ça. On peut faire un pays très fort. Je garde l'espoir. 2 points. Les talibans ont tout, mais ils n'ont pas de choses. Et c'est ça le point que je garde l'espoir. Et ces 2 points sont quoi? Financièrement, les talibans n'ont aucun moyen. Aucun plan pour avancer le pays économiquement. Donc, il ne peut pas garder 35 millions d'Afghans pendant 10 ans au phare. Le peuple afghan va se révolter. Le peuple afghan va demander pour manger. Aujourd'hui, demain, dans 2 mois, dans 5 ans, dans 10 ans. Ils vont demander à manger. Comment on peut garder 30 millions d'Afghans sans manger? Il n'y a rien qui avance dans ce pays. Un chômage absolu. 90% des Afghans aujourd'hui ne gagnent pas $2 par jour. Donc il y a vraiment une urgence humanitaire dans ce pays. Donc ça c'est le premier point. Ils n'ont pas le plan, ils n'ont pas des idées pour avancer économiquement le pays. Tous ces pays voisins, tous ces pays qui sont derrière les talibans comme des supporters, ils ne sont pas de vrais amis. Ils n'aiment pas les talibans. Ils ont soutenu les talibans parce qu'ils voulaient récupérer l'Afghanistan. Ils voulaient que l'Afghanistan reste comme ça, comme il est. Mais aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Où ils sont ces pays qui ont aidé les talibans? Pakistan, Qatar, ils regardent de loin. Pourquoi ils ne connaissent pas le Taliban comme un État? Parce que, voilà. Donc,
Ils l'ont aidé pour faire la guerre, pour devenir au pouvoir, pour prendre le pouvoir, mais aujourd'hui, ils les aident plus. Ils les aident plus. C'est fini. Donc le premier point. Le deuxième point. Les talibans, comme je disais, ils ne sont pas le peuple. Ils sont venus par un putsch militaire. Force, les gens montagnards, un groupe de rebelles sauvages qui ne savent même pas vivre dans le ville. Ils tirent devant les enfants, ils tirent les manifestations, ils tirent les femmes. Ils ont enlevé le ministère pour les femmes, ils l'ont mis à un autre ministère que je ne sais même pas prononcer le mot. Donc voilà, ces peuples n'ont pas l'accord des Afghans. Vous ne pouvez pas garder un peuple pendant 10 ans avec la peur, la souffrance, la dictature. Ça ne dure pas. Soyez rassurés. Soyez rassurés, les talibans ont deux chemins. Deux chemins. Soit ils acceptent certaines ouvertures. Soit ils s'ouvrent vers le monde. Soit ils partagent le pouvoir avec la minorité. Ils acceptent le droit de l'homme, le droit de femme. Ça, c'est l'option. S'ils acceptent, tant mieux, on va collaborer avec. On vit avec. On les aime pas, mais pour l'intérêt de mon pays, on vit avec. On accepte certaines choses de talibans et nous, on va collaborer. Ça, c'est la première option. La deuxième option, s'ils n'acceptent pas cette ouverture, les talibans, ils vont être isolés dans le monde. Et petit à petit, le peuple afghan commence à se manifester. Ils demandent quoi manger. Imaginez-vous, dans ce pays, il y a 30-35 millions d'habitants. 35 millions d'habitants, ils ne peuvent pas émigrer. C'est pas possible. On a des voisins méchants. On a des voisins qui ne sont pas gentils avec les Afghans. On a des voisins qui ne sont pas honnêtes avec les Afghans. Le Pakistan, il gère au niveau cerveau politique les Pakistanais, ils gèrent les talibans. Et puis l'Iran, qui ont un intérêt énorme géopolitique, ils veulent que l'Afghanistan reste faible pour profiter de l'eau qui tombe de l'Afghanistan, tout en Iran, gratuit. Si on n'a pas un État, ils profitent. Les pays nord, Tadjikistan, Ouzbékistan, Turkménistan, eh ben, ils sont tous à l'écoute de Poutine. Et la démocratie, dernièrement, est battue. La vraie perdante dans ces dernières 20 ans, c'est les femmes et la minorité en Afghanistan aujourd'hui, qui souffrent chaque seconde et plus. Ils veulent quitter le pays. Ils veulent fuir. C'est ça le but maintenant. Donc moi, personnellement, je viens de la province Ghazni, qui est à peu près, voilà, vous voyez, là, au sud-sud-est, pas loin de Kaboul. Et ça, c'est la photo prise de ma point de vue de ma maison. Donc on a un bel point de vue. On est en moto. C'est le district de Jarouri. Vous voyez, ça c'est la province Ghazni, le district de Jarouri. Et voilà, ça c'est à peu près le point de vue de ma maison. Mes parents vivent toujours ici. Comme Shafiq, tous les Afghans, on a une histoire, un roman à raconter. Donc, je commençais en 2015, l'été 2015, mon parcours, mon périple de Kaboul, puis province l'est de l'Afghanistan qui s'appelle Nimroz. Et puis j'ai descendu, après c'est là où on prend le passeur, on doit payer. De Nimroz jusqu'à Téhéran, on doit payer à peu près 500 dollars, qui fait environ 25-30 000 afghans. Donc c'est là où on a payé, et puis il nous a nommé. Moi je dis pas les détails parce que après vous allez lire le livre. Voilà, le détail c'est à vous de lire, mais je lis en gros. Donc ça a pris 3 semaines de Nimroz jusqu'à Téhéran, à pied, dans le camionnette, dans le coffre de voiture. Donc voilà. Ça c'était en 2015 et là on est en 2021. Maintenant c'est la 3e personne pour moi qui a vécu ça. Donc je me distance, mais on a vécu ça. J'ai dormi vite dans le coffre de voiture avec 5 personnes. Donc tout ça c'est réel, c'est pas un film radio, c'est réel. Et beaucoup de mes compatriotes, pareil. Je ne suis pas un héros, non. Tout le monde, pareil. Et parmi vous, il y a beaucoup des Afghans. Donc voilà, après le Téhéran jusqu'en Turquie, encore, c'est la 2e partie, il faut payer encore environ 1000-1500 dollars
pour les passeurs. Donc ça prend encore, ça commence par les voitures, et puis la frontière entre les deux pays, il faut marcher. On a marché tous les nuits avec environ 150 familles, enfants. Voilà, on a marché. Et puis un camionnette qui était fermé, un conteneur, il nous a mis 300 personnes dans un conteneur de ville de Van, c'est une ville en turc, jusqu'à Istanbul. Voilà, à Istanbul, moi j'étais avec la famille de ma cousine, comme on n'avait pas, la famille de ma cousine n'avait pas assez d'argent pour payer les passeurs, ils nous gardaient comme prisonniers pendant un an, au cœur d'Istanbul, dans un souterrain. Au cœur d'Istanbul, dans le souterrain. Donc voilà, ça se passait comme ça. Et puis après un mois, on était dans le ville de Izmir. Izmir, qui n'est pas loin de Grec. Et puis là, on est resté 4 jours à cause de pluie, très fort. 4 jours, je raconte ça dans le livre aussi, sans boire, sans manger, avec les enfants. Heureusement qu'on a trouvé, comme par hasard, un miracle, 10 dollars dans le forêt. Peut-être vous vous demandez, non, c'est exagéré. Non, c'est passé comme ça. La famille de ma cousine avait 4 enfants, de 8 ans, 10 ans, 2 ans, 14 ans. Moi, les deux, donc on était 7-8 personnes ensemble. Et puis voilà, on n'avait rien, on n'a pas prévu ça. On ne savait pas que le maire est acheté, on n'était pas prêt. On était amené par le pasteur, là, et voilà. On nous prit le zodiac. Mais on ne pouvait pas. Vous voyez? Voilà. Tout ce que je raconte, ça sont réels, des histoires. Dans le coffre, quand je vous dis que je dormais vite, ça passe comme ça. Je dormais dans ces conditions vite. Quand je dis que camionnette, entre Iran, Pakistan et Afghanistan, voilà, ça se passe comme ça. 35 personnes comme des animaux, voilà, donc même plus pire que ça. Voilà. Et puis quand je parle de zodiac, on a fait ça aussi. 40-45 personnes dans le zodiac. Toutes ces histoires, on a vécu, mais bon, si on reste avec l'histoire déjà vieux, on n'avance pas. Il faut les garder dans un livre comme ça, et puis il faut avancer dans le livre. C'est comme ça. Mais malheureusement, cette histoire est réelle, et pour beaucoup de nos compatriotes, c'est pas moi tout seul qui fait ça.